Bonjour. Est-ce que tu te sens stressé, débordé? Tu as l'impression de faire 1001 choses par jour, mais que bizarrement, ça ne te fait pas avancer. Et surtout, ça ne te fait pas avancer sur tes projets les plus importants. Est-ce que tu as un projet ou une passion et qu'il te manque juste 1 ou 2 heures par jour pour pouvoir les nourrir et avancer dessus? Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Je t'explique comment la méthode Getting Things Done pour les intimes m'a permis de trouver les 2 heures qui me manquaient pour pouvoir faire du sport quotidiennement et démarrer un projet de blog. Je suis Samia, ingénieure en gestion du changement, et ici on parle de changement mais surtout de design de vie, ou l'art de transformer ton potentiel et tes talents en une vie que tu adores. D'ailleurs, tu peux aller voir ma formation 7 jours pour designer ta vie idéale. Pour découvrir un outil ultime de transformation, je t'ai mis le lien en barre de description. La méthode Getting Things Done est une méthode qui a été inventée et rendue populaire par David Allen, qui a écrit le livre du même nom, Getting Things Done, ou la version en français qui s'appelle S'organiser pour mieux réussir. Je vous mets également les liens en barre de description. Avant de regarder les détails de cette méthode, qui est une méthode très pratique, vraiment un pas à pas, je vais d'abord partager avec vous les 3 principes que David Allen avance et qui font que cette méthode marche. Principe numéro 1. Le pire ennemi de la productivité est les interruptions. Et oui, les interruptions. Plusieurs études montrent que quand on est interrompu pour reprendre le même niveau de concentration dans une activité, on a besoin de quelque chose entre 10 et 15 minutes. Si on imagine qu'on est interrompu juste 6 fois par jour, ça fait 1 heure. 1 heure que vous allez pouvoir peut-être récupérer et réinjecter dans votre projet ou dans votre passion. On va voir comment la méthode nous aide à éviter ces interruptions. Le deuxième principe de la méthode, c'est que pour être productif, idéalement, l'esprit devrait être comme l'eau. Quand on jette un petit caillou dans une surface, dans un lac, si c'est un petit caillou, ça va faire un petit plouf. Si c'est un gros rocher, ça va faire un gros plouf. L'eau, elle ne va pas surréagir et elle ne va pas sous-réagir. Contrairement à nous humains qui des fois avons une idée qui nous interrompt, on est en train peut-être de faire quelque chose de très important. L'idée peut être plus ou moins importante et on peut tout laisser, se causant nous-mêmes une interruption, qui est le pire ennemi de la productivité. Le troisième principe de la méthode, c'est que le cerveau est un très mauvais outil de stockage et de notification. La preuve, des fois, quand on est sur le pas de porte, on se souvient qu'il fallait ramener une baguette. Si c'était un bon outil de notification, on se souviendrait au moment où on passe devant la boulangerie ou au moins quand on est dehors. Donc le cerveau n'est pas un bon outil ni de stockage ni de notification. Il faut qu'on puisse déléguer ces actions de stockage et de notification à un système fiable pour pouvoir libérer le cerveau pour ce qu'il fait de mieux, à savoir générer des idées. Et maintenant, on va passer des principes à la méthode. La méthode Getting Things Done s'articule autour de 5 étapes. La première, collecter. La deuxième, traiter. La troisième, organiser. La 4e, revoir. Et la 5e, et la plus importante, c'est agir. Et on va voir ensemble en quoi consiste chacune de ces 5 étapes. La première étape, qui consiste à collecter, va être de prendre tout ce que David Allen appelle le stuff, qu'on peut appeler en français les trucs, et les poser dans un endroit. On va trouver un système où on va pouvoir poser tout ce qu'on a besoin ultérieurement de traiter. Les trucs, ça peut être quoi? Ça peut être toutes les idées que nous avons, ça peut être des demandes qu'on a eues d'une personne, qu'on croise dans un couloir, c'est nos mails, les coups de fil, les choses qu'on a besoin de réparer. Bref, c'est toutes les choses qui demandent notre attention et qu'il faudra traiter dans une deuxième étape. L'action de collecter va se passer au fil de l'eau tous les jours. Donc à chaque fois que j'ai une idée ou quelqu'un me demande quelque chose, je vais le mettre dans ce système qui peut être un carnet, qui peut être une application type Wunderlist. Je vous ferai peut-être une vidéo ultérieurement pour vous expliquer comment elle fonctionne, qui peut être une liste dans un ordinateur. Bref, n'importe quoi qui vous permet de capturer ces trucs de façon facile et que vous avez tout le temps sous la main. La deuxième étape, c'est de traiter tous ces trucs. Et pour les traiter, on va les faire passer par une série de questions. Et la première question, donc on va prendre chaque truc séparément. Et la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est actionnable?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est actionnable? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une action que je peux faire par rapport à cet item? Par exemple, si je rentre et que je trouve dans ma boîte aux lettres un accusé de réception d'une déclaration que j'ai faite aux impôts, c'est pas forcément actionnable. J'ai déjà fait la déclaration, donc ce papier-là, il va me servir juste à prouver ultérieurement, si nécessaire, que j'ai bien fait la déclaration. Dans ce cas-là, ce que j'aurais besoin de faire de ce document, c'est de l'archiver. Donc si ce n'est pas actionnable, c'est soit que c'est quelque chose qu'on a besoin d'archiver. La deuxième catégorie de trucs non actionnables, c'est quelque chose pour lesquels je pourrais prendre une action, mais pas immédiatement. Par exemple, je reçois une brochure pour apprendre, je sais pas, une nouvelle discipline, mais c'est quelque chose que je ferai bien un jour, mais je ne veux pas prendre action par rapport à ça immédiatement. Par contre, je voudrais le garder parce que je le ferai un jour, peut-être, et justement, c'est le nom de la catégorie, c'est un jour, peut-être. Et enfin, la troisième catégorie de choses non actionnables, c'est tout simplement quelque chose qui est pour information. Je reçois un mail pour information, j'ai pas besoin de le garder. Dans ce cas-là, il va à la poubelle. Donc ça, c'est dans le cas où je réponds à la question « est-ce que c'est actionnable ?» par non. Soit j'archive, soit je mets dans la catégorie un jour peut-être, soit je vais le mettre à la poubelle. Donc si ce n'est pas une action unique, il faudra que je me pose la question quelle est la finalité de cette action. Dans mon exemple, la finalité par exemple c'est de changer la roue de ma voiture. Dans ce cas-là, je vais créer une entrée projet que je vais appeler changer la roue de ma voiture et je vais revoir ce projet et à chaque fois m'assurer qu'il y a une action qui est active dans ce projet pour que je puisse avancer dessus. Mais de toute façon, je vais revenir sur les projets ultérieurement. On va pour l'instant continuer dans le cas où c'est une action unique. Donc si c'est une action unique, la prochaine question, c'est est-ce que ça prend moins de 2 minutes? Et si ça prend moins de 2 minutes, dans ce cas-là, il faut juste le faire. Pourquoi? Parce que ça va prendre plus de temps de classer ces tâches, décider quand est-ce que je vais la faire, l'écrire dans une catégorie que de la faire. Donc si ça prend moins de 2 minutes, il faut juste s'en débarrasser et la faire tout de suite pendant qu'on est en train de faire notre traitement. Maintenant, si l'action prend plus que 2 minutes, la prochaine question, c'est est-ce que je suis la personne la mieux placée pour faire cette tâche? Ou, pour poser la question différemment, est-ce que je peux déléguer cette tâche? Donc si je peux déléguer cette tâche, ce que je vais faire, c'est que je vais donc la déléguer en demandant à quelqu'un, en envoyant un mail et je vais créer un dossier qui va s'appeler « En attente ». Donc la question c'est est-ce que je peux déléguer? Et si oui, donc je vais déléguer et je vais créer un endroit qui s'appelle en attente où je vais lister toutes les choses que j'ai déjà demandées. Pourquoi? Pour pouvoir revenir ultérieurement, voir si elles ont été faites. Si elles n'ont pas été faites, je vais peut-être relancer les personnes. Si elles ont été faites, je vais éliminer cette tâche de la liste en attente. Une façon de garder une liste en attente très facilement, c'est d'envoyer un mail par exemple pour toutes les demandes si c'est dans le milieu professionnel et dans ce cas-là, je me crée un dossier sous mon dossier boîte de réception que j'appelle en attente et je mets tous les mails où j'ai demandé des choses là-dedans et quand je fais ma revue, qui est l'étape qu'on verra après, ça me permet de relancer en utilisant le même mail original pour lequel que j'ai utilisé pour déléguer cette tâche. Maintenant, il se trouve qu'on ne peut pas tout déléguer, donc il y a des choses qu'on doit soi-même faire. Et là, la prochaine question, c'est est-ce que cette tâche ne peut être faite qu'à un moment donné? Si c'est une tâche qui a besoin d'être faite à un moment donné, j'ai besoin de la mettre dans mon calendrier. Donc, est-ce que c'est un temps précis? Et si c'est oui, je vais créer une entrée dans mon calendrier pour cette tâche. Si c'est non, c'est-à-dire que c'est une tâche que je peux faire dès que j'en ai l'occasion,
À ce moment-là, c'est seulement maintenant qu'on va avoir une to-do list. Donc après être passé par toutes ces étapes-là, maintenant j'ai vraiment des tâches que je suis sûre qui sont actionnables, qui sont des choses que moi-même je dois faire, que je ne vais pas déléguer. Et la dernière étape, alors soit si j'ai pas beaucoup de choses dans cette to-do list, je peux les laisser en vrac. Sinon, ce que David Allen nous propose, c'est de créer ce qu'on appelle des contextes. Les contextes, c'est une façon de mettre chaque tâche dans une liste qui est relative à un moment ou à un endroit où je peux la faire, parce que ça va me permettre au moment où j'ai du temps devant moi de ne pas passer beaucoup de temps à décider de quelle tâche je vais faire. Donc les contextes classiques, ça va être un contexte qu'il appelle errands, donc quand on est en ville ou de sortie, donc c'est on peut l'appeler, dans notre cas, on peut l'appeler course par exemple. Donc ça nous permet, quand on est dehors, de piocher dans cette liste toutes les choses qu'on pourrait faire. Le deuxième contexte classique, c'est par exemple les appels. Donc toute la liste des coups de fil que je peux passer. Pourquoi? Parce que si je suis coincée dans une salle d'attente, je peux facilement regarder tous les appels qui sont en attente et je peux les passer à ce moment-là. Et on peut créer autant de contextes que nécessaire. Par exemple, je peux créer un contexte pour quand je suis à la maison, parce qu'il y a certaines tâches que je peux faire que quand je suis chez moi, un contexte bureau, etc., etc. Faut faire attention de trouver le bon équilibre entre créer suffisamment de contextes pour que ça soit facile quand je suis dans une situation, dans un cadre, de piquer une tâche à faire, mais en même temps de ne pas rendre ça trop complexe en créant 1000 contextes et peut-être je perdrai plus de temps à chercher dans quel contexte je dois piocher la prochaine action. Donc si tu démarres, simplifie-toi la vie, crée juste peut-être le contexte appel, en ville, maison et un autre et après tu développeras et tu créeras autant de contextes qu'il est nécessaire dans ton cas bien particulier. Alors juste pour revenir sur les projets, ce qu'il va falloir faire, c'est de s'assurer que pour chaque projet, j'ai une action qui est active. Parce que si je n'ai pas d'action active, ce n'est plus un projet, c'est juste un souhait. Donc un projet doit toujours avoir une prochaine tâche qui est dans ma to-do list. Donc quand je regarde un projet, soit ma prochaine tâche, elle prend moins de 2 minutes, je la fais. Du coup, là, il faudra regarder la prochaine. Soit elle prend plus que 2 minutes et je peux la déléguer et je la délègue et je sais que la prochaine étape de ce projet-là est déléguée. Soit c'est quelque chose que moi je dois faire dans un temps à partie, elle est dans mon calendrier ou dans l'un de mes contextes. Donc ça, c'était la partie traitement. La troisième étape, c'est l'organisation et en fait, on le fait au fil de l'eau, mais juste pour pouvoir le visualiser. Pour pouvoir être organisé, on a besoin donc d'avoir l'endroit où on va poser nos trucs. On a besoin d'avoir une liste de projets. Ça peut être encore une fois une liste Excel, une liste sous Wunderlist ou une autre application. On va avoir une liste un jour peut-être, un dossier d'archives. On va avoir une liste de choses qui sont en attente. Et on va avoir des to-do list par contexte et bien sûr notre calendrier qui est à jour. Donc une fois qu'on a fini cette partie organisation en s'assurant que tout ça est posé au bon endroit, l'étape d'après c'est la revue. Et donc la revue, ce que David Allen nous conseille, c'est une revue hebdomadaire. De ce que j'ai testé aussi, c'est ce qui fonctionne le mieux parce qu'au-delà d'une semaine, on a l'impression que tout ça n'est plus à jour et on commence à retomber dans le travers de vouloir stocker des choses dans notre cerveau. Or, ça ne fonctionne pas, ça crée des interruptions, donc on retombe dans d'anciens schémas. Donc, pour la revue hebdomadaire, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va regarder toutes les nouvelles choses, donc toutes les nouvelles entrées qui sont dans notre bannette. Donc, on va regarder les mails qui sont tombés entre-temps, les appels, les idées qui nous sont venues et on va les traiter de cette façon. La deuxième chose qu'on va regarder pendant les revues, c'est qu'on va un peu mettre à jour nos listes de contexte, donc enlever tout ce qui a été fait. On va ensuite regarder notre liste en attente, on va relancer quand c'est nécessaire, ou alors on va enlever les tâches qui ont été faites, et on va regarder notre liste de projets pour s'assurer que chaque projet a une prochaine
étape qui est active. Pour la partie un jour peut-être, il n'est pas recommandé ou nécessaire de la revoir toutes les semaines. On va la revoir quand on a du temps qui se libère et qu'on sent qu'on est prêt pour un nouveau projet ou une nouvelle activité. Donc ça, c'est quelque chose à revoir au besoin, comme on a envie. Mais c'est vraiment les 4 choses qu'on va revoir dans notre rituel hebdomadaire. Donc on a vu les 4 premières étapes de la méthode Getting Things Done. Collecter, traiter en passant par cette série de questions. Troisièmement, organiser en étant sûr d'avoir des listes qui sont à jour. Et quatrièmement, revoir ou faire notre revue hebdomadaire. La 5e partie, qui est la plus importante, c'est d'agir. Donc c'est au moment où on a du temps, comment est-ce qu'on va utiliser ce système pour décider de ce qu'on va faire et surtout pour avoir la sérénité et la sensation que l'action qu'on est en train de traiter est la plus importante et celle qui est la plus adéquate avec le contexte dans lequel on est. Donc au moment où on a du temps pour pouvoir agir, on va regarder en priorité notre calendrier pour voir si j'ai une réunion ou quelque chose que j'ai planifié. Donc on va donner la priorité à ce qui est dans le calendrier, mais si on n'a rien qui est prévu, donc on a par exemple 2 heures avant notre prochaine réunion, on va pouvoir prendre des actions dans nos listes de contexte. Pour reboucler sur ce qu'on a dit tout au début, cette méthode nous permet de nous débarrasser des interruptions parce qu'on va les poser dans un système où on est sûr de les retrouver. On a une sorte de radar. Elle nous permet de créer de l'espace mental, donc où notre esprit est comme l'eau parce qu'on est sûr que tout est justement dans ce radar et qu'on est en train de traiter l'action la plus importante et la plus adéquate au moment où on est en train de la traiter. Et surtout, le point que je trouve le plus important, c'est qu'elle nous permet de rester à jour sur nos projets. On n'a pas une liste de choses qu'on voudrait faire un jour justement peut-être. On est au clair, soit c'est quelque chose qu'on va peut-être faire un jour et elle est dans cette liste-là, soit on est en train de travailler activement sur un projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Et dans ce cas-là, cette méthode nous permet de nous assurer qu'il y a toujours une avancée, une prochaine action concrète qui se passe par rapport à ce projet. Et maintenant, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous feriez si grâce à cette méthode, vous arriviez à vous dégager 1 ou 2 heures supplémentaires par jour. Écrivez ça en commentaire en dessous de la vidéo, je serai ravie de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu. Et surtout, si vous connaissez une personne stressée, débordée et qui a besoin d'entendre ça, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec elle. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.